Zakaria Arbey, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, c'est moi qui te remercie Ali et d'avoir accepté de me donner l'occasion de partager avec toi ces idées-là. Eh ben, c'est un plaisir. Quelle a été la première réaction de la communauté RH quand la crise a pris la tournure sérieuse qu'elle a connue avec le confinement? Bah, honnêtement, on a fait comme tout le monde. On s'est réunis un jour, on a dit comment on peut contribuer à aider la communauté RH à partager les expériences vécues. Et ça a commencé tout simplement par les dispositifs de protection. C'était le premier document qu'on a sorti et on l'a partagé, ça a beaucoup plu. Et puis, on s'est posé la question comment on peut réagir davantage parce que les gens sont demandeurs de partage d'expérience. Le DRH était très exposé, mais même si parfois il ne les dirigeait pas, il était un membre très important dans le comité de gestion de crise. Et donc, forcément, il était très demandeur d'informations, de partage d'expériences, de documents, de présentations qui pouvaient l'aider à prendre les bonnes décisions avec un mode agile. C'est ce mot-clé qu'on a utilisé aussi dans le bureau de la GEF, c'est l'agilité. On a dit, bon, il faut pas qu'on s'adapte. Et au lieu de faire des événements présentiels comme on avait l'habitude de le faire régulièrement, mais tous les 3 mois, là, on a eu, je ne sais pas si c'est une idée brillante, en tout cas, elle était pratico-pratique, de dire ben, pourquoi pas des webinars thématiques. Et en plus de ça, on les fera tous les jeudis à la même heure. Comme ça, on va créer des routines et que les DRH vont avoir un rendez-vous hebdomadaire de partage d'expériences et de vécu sur des thématiques différentes. On n'arrête pas d'augmenter de webinar à webinar. On était au dernier à plus de 400 en direct. Alors justement, si il y a autant de succès, c'est que les enjeux et les problématiques RH sont importantes en ce moment. Donc ces enjeux et problématiques, quels sont-elles les gros sujets, les grosses préoccupations de la fonction RH en entreprise aujourd'hui? Je pense qu'il y en a deux. Hein. Il n'y en a pas plus que ça. La première, c'est la protection de nos collaborateurs. Et donc, Mhm. il n'y a rien qui vient devant ça. Et donc, tout mettre en place, tout faire pour les protéger d'abord. La deuxième priorité, c'est de sauvegarder le business. Cette crise-là va s'atténuer, va peut-être disparaître, ou même qu'on va vivre avec, mais le business, lui, il doit survivre pour qu'on puisse assurer à nos collaborateurs, à l'économie, au pays, que les industries puissent continuer. Et donc, les business continuity plans qu'on a mis en place, et puis avoir cette deuxième priorité toujours présente derrière la première, en disant comment on peut travailler, mais tout en assurant la protection de nos collaborateurs. Ça existe déjà pour les entreprises qui sont toujours en activité, mais ça va devenir le plus grand challenge demain quand on va déconfiner pour ceux qui étaient au repos ou en congé, qui vont reprendre. De quelle manière est-ce que la fonction ressources humaines contribue à l'engagement et à la mobilisation des collaborateurs dans ce contexte-là? C'est pas évident. Non, ce n'est pas évident, mais grâce aux technologies qu'on a utilisées aujourd'hui et que tout le monde utilise, les plateformes collaboratives, les vidéoconférences et tout ça, les DRH sont aujourd'hui fans de ces outils-là. Hein. On les a découverts, comme j'ai dit, et maintenant on devient même addict. Donc, on essaye d'utiliser le maximum ces outils-là pour garder le contact, d'abord un contact d'information, pour dire aux gens, soit qui sont toujours en travail, qu'on fait tout pour les protéger, qu'ils ne craignent rien, parce que si jamais on voit un risque sur leur santé et sécurité, on prendrait les mesures idoines, ou les tenir au courant quand ils sont chez eux en télétravail ou en repos, en congé, etc., pour leur dire, voilà, l'activité, elle continue certes en mode dégradé, voilà nos résultats mensuels, voilà comment vous pouvez contribuer même à distance. Et troisième chose, c'est les rassurer, notamment dans l'entreprise à laquelle j'appartiens, nous avons des gens dans des pays africains, ils ne sont pas rentrés à cause des fermetures des frontières aériennes, ils ne sont pas rentrés depuis presque 3 mois. Et donc, il s'agit aussi de les rassurer, de leur parler, que ça va bientôt faire et que dès qu'on aura une ouverture, on ne manquera pas de réagir très rapidement. D'où les autres dispositifs qui ont été mis en place par beaucoup d'organisations et d'entreprises. Il y en a 3 en général. On a constaté 3. Le premier, c'est le dispositif médical. Bien sûr, c'est des cellules de suivi médical qui ont été mises en place avec les médecins de travail en collaboration avec les autorités sanitaires pour suivre, pour faire des tests, pour suivre s'il y a des gens qui ont été touchés pour le Covid-19, leur traitement, leur prise en charge dans les centres hospitaliers.
La deuxième cellule a été généralement une cellule de soutien psychologique pour les gens qui présentaient un stress, une peur, une anxiété particulière par rapport à la situation de confinement ou même de risque de travail. Et le troisième dispositif, c'est un dispositif d'aide sociale. C'est-à-dire que pour les gens qui étaient même touchés ou qui étaient hospitalisés, on avait mis en place un coursier, une assistante sociale qui les appelle tous les jours s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. On pouvait leur envoyer un chauffeur, on pouvait leur faire des courses, on pouvait leur faire des démarches administratives avec les hôpitaux, etc., pour que leur prise en charge, même dans le côté familial et social, soit totale. Pourquoi il faut le faire? Et c'est très important, parce que c'est dans ces moments difficiles que les entreprises, que les leaders doivent montrer toute la bienveillance de leur organisation. Parce que les gens vont garder ça en tête après la crise, si vous avez fait quelque chose ou pas pour eux. Cette crise, elle ouvre de sérieux débats sur le cadre réglementaire et légal et juridique, notamment sur le code du travail. Quelle est la position de l'AGEF par rapport à ça? On a prévu un webinaire spécial sur ça, parce qu'on pense effectivement qu'il y a aujourd'hui un vide juridique sur le plan du Code du travail pour la réglementation du télétravail lui-même, sur le plan de la relation de travail, sur le plan de l'assurance maladie, accident de travail, sur le plan juridique des sanctions et des fautes, sur le plan du respect des contractuels, des engagements mutuels entre le collaborateur et son entreprise. Donc, ce vide-là, aujourd'hui, on le comble par des interprétations, mais il s'agit effectivement de nous pencher très rapidement avec les ministères concernés pour créer un vrai cadre juridique pour le télétravail. Tous ces sujets sur lesquels on discute aujourd'hui ouvrent de nouveaux enjeux pour la fonction RH au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez porter un regard prospectif là-dessus, même si on est en pleine crise? Comme tu le dis, c'est très difficile, mais bon, on va quand même faire un peu de prospection aux perspectives d'avenir ou peut-être même de la science-fiction, que sais-je. Mais en tout cas, il y a trois choses qui vont durablement changer. À mon avis, le télétravail a été découvert d'une manière très sérieuse, a été apprécié et je pense qu'il va prendre sa place durablement dans nos organisations. Et l'entreprise ne va plus avoir cette résistance et ce paradigme qu'elle avait avant de suspicion des méfaits du télétravail. On a découvert plus d'avantages du télétravail que d'inconvénients. Et donc, forcément, ça va durer. L'accélération de la digitalisation. On a découvert des outils de communication, des plateformes collaboratives, mais aussi des outils digitaux de signature, d'approbation, des outils pour faire des conseils d'administration à distance. Et le troisième changement, c'est ces organisations et ces collaborateurs agiles dont on parlait depuis longtemps. Eh bien, on a découvert combien est si important d'avoir des organisations et des collaborateurs agiles. Donc, la focalisation sur l'agilité aussi bien des organisations pour changer les processus, pour réduire les circuits de décision, pour les modes de management de proximité ou à distance, et aussi les collaborateurs qui acceptent d'apprendre au fur et à mesure, ces compétences-là vont devenir la référence de demain parce qu'on en gérera des crises comme ça dans le futur. C'est une accélération des soft skills, finalement, du renforcement des soft skills au sein de l'entreprise. Les soft skills vont prendre la prépondérance sur les hard skills. Et donc, ce n'est pas l'essentiel de savoir les techniques, mais d'avoir l'adaptabilité et la capacité de trouver pour les acquérir. Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous, Zakaria Arbery, dans le contexte actuel? Je pense qu'il y a deux choses qui me font vraiment courir actuellement dans cette pleine crise. La première, c'est de dire que je contribue modestement avec d'autres à gérer cette crise-là inédite et on aura des choses à raconter à nos enfants, à mon avis, quand on sera à la retraite. C'est aussi de savoir qu'on peut protéger des gens, on peut atténuer les méfaits de Covid-19. Rien que ça, de dire que je contribue à protéger mes collègues, mes collaborateurs, à contribuer à ça, c'est en soi très rewarding. Merci beaucoup. Merci à toi, Ali. C'était vraiment très sympa.